Einstein disait « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito ». Dans les microséquences de la vie, ou dans les macroséquences du cosmos, pouvons-nous réellement déceler la trace de cette divinité darwinienne qu'on appelle le hasard ? Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, Shalom Aleichem. Rendez-vous donc pour la suite de cette rubrique Science et Torah, avec cette question un petit peu surprenante. Est-ce que le hasard peut tout expliquer ? Pour nous, le hasard ne peut rien expliquer. On a déjà dit à plusieurs reprises que le mot hasard en hébreu se dit donc mikré. Mikré, si on intervertit l'ordre des lettres, ça nous donne Rak Me Hashem. Ça n'est que Dieu. Autrement dit, les occurrences de la vie que l'on peut expliquer éventuellement par des causes sociales, politiques, économiques ou des enchaînements de causalité, obéissent en fait à un principe de volonté divine. C'est ce qu'on dit nous dans l'Amida, dans le premier paragraphe de l'Amida, c'est la kavana, c'est l'intention qu'on doit avoir quand on dit le mot Kel Elyon, Kadosh Baruch Hu et Kel Elyon, c'est la raison suprême de tout. Mais à l'heure où je vous parle, il y a plusieurs milliers de scientifiques sérieux dans le monde qui écrivent ou qui participent à la rédaction d'ouvrages dans lesquels vos enfants étudieront. Par exemple, les enfants des écoles juives aujourd'hui, parce que la théorie de l'évolution est au bac, doivent apprendre donc la théorie de l'évolution. Ils doivent apprendre cette théorie. Et vont donc apprendre que le hasard peut, oui, expliquer l'évolution naturelle, ou même, comme c'est bizarre, l'apparition de la vie. Alors mon propos aujourd'hui n'est pas de rentrer dans ce système d'argumentation qui est rentrer dans ce débat qui repose sur des systèmes d'argumentation très simples. Il est évident que le hasard ne peut rien expliquer. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les évolutionnistes eux-mêmes se positionnent par rapport au hasard. Tenez par exemple un livre qui s'appelle « La plus belle histoire du monde » qui a été publié en 1995, dans lequel Yves Coppens, un paléontologue, un des plus grands paléontologues français, un des co-découvreurs de Lucie, dit lui-même qu'il ne croit pas dans le hasard et que lorsqu'on observe les micro-séquences de mutation, on peut éventuellement voir des processus qui, entre guillemets, dit-il, obéirait au hasard, mais sinon le hasard ne peut rien expliquer au niveau, dit-il, de l'évolution des espèces. Donc ce qui m'intéresse, c'est que les évolutionnistes eux-mêmes ne croient pas dans le hasard. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont ils argumentent pour les mutations génétiques. Aujourd'hui, les plus grands tenants de l'évolutionnisme sont en général des généticiens. Pourquoi ? Parce que les généticiens font des expériences sur des corps unicellulaires. Et ils disent: on observe des mutations avantageuses qui peuvent apparaître lorsqu'on met en marche un processus enzymatique. Eh bien, on parvient à obtenir par mutations successives des mutations qui, entre guillemets, sembleraient obéir à une certaine loi du hasard. Et là encore, il faut s'entendre sur les mots. Parce qu'une des grandes spécialités de la théorie de l'évolution, c'est le jeu conceptuel. Les gens nous demandent toujours: mais comment est-ce que vous pouvez-vous répondre à la théorie de l'évolution, vous les gens des yeshivot? Mais nous, dans une yeshiva, on fait un truc très simple, hein, c'est qu'on prend un texte, on prend des concepts, on les décrypte, et puis on regarde des raisonnements, et on regarde l'enchaînement logique des raisonnements. Et puis si ça tient, bah ça tient. C'est le yesod de la Gemara. C'est comme ça qu'on raisonne. Alors on va appliquer cette méthode à la théorie de l'évolution. C'est-à-dire que le scepticisme dont ils font preuve à notre égard, on va aussi lui retourner contre eux, et nous aussi on va faire preuve d'un certain scepticisme. Est-ce qu'on peut parler de mutations avantageuses dues au hasard lorsqu'un ingénieur, dans un laboratoire, crée les conditions de ce qu'ils appellent, eux, la soupe prébiotique, c'est-à-dire ce qui aurait, entre guillemets, prévalu au moment où la vie aurait pu apparaître, et commence à créer un enchaînement de causalité qui peut permettre éventuellement d'aboutir à l'apparition de premiers complexes enzymatiques qui permettraient éventuellement l'apparition de la vie. Est-ce qu'on peut appeler ça du hasard? Non. On peut tout simplement appeler cela une expérience pilotée. Ce qui signifie qu'en vérité, au départ, il y a un ingénieur qui est extrêmement intelligent, qui fait des choses intelligentes, qui met en place des systèmes intelligents. Et les systèmes intelligents reposent sur des corps organiques qui sont déjà vivants, qui existent avant l'ingénieur et qui continueront d'exister après l'ingénieur. Ils sont donc utilisés, manipulés sur des jeux génétiques, en quelque sorte, qui sont organisés sur des manipulations génétiques qui permettent d'aboutir à un certain résultat, qui n'est pas forcément programmé. Parce que celui qui organise l'expérience, il n'est pas maître de la matière. Donc il n'est pas maître de ce qui va se produire par l'enchaînement des causalités qu'il a déclenchées.
Alors appeler ça du hasard, c'est se moquer du monde. C'est tout simplement, en quelque sorte, lancer une boule sur des quilles et supputer que s'il y a 10 quilles, il y en a peut-être 3 qui vont tomber, et avoir la surprise de découvrir qu'il n'y en a que 5, il y en a 5 qui sont tombés parce qu'on a vraiment bien lancé la quille. Est-ce qu'on peut appeler ça du hasard? Non. Il y a une chaîne de causalité qui s'est mise en marche, et donc il y a un résultat qui a été obtenu. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, de manière tout à fait hypocrite, dans les programmes scolaires, on continue à enseigner la théorie de l'évolution en prétendant précisément que si le hasard ne peut pas expliquer l'apparition de la vie, il peut en tout cas en expliquer le développement. Alors, pourquoi est-ce que les généticiens finissent à mots couverts, après 1000 reculades, par dire qu'on ne peut pas expliquer l'apparition de la vie par le hasard? Tout simplement parce que ça relèverait de la fable. La chance pour que les 2000 premières enzymes qui auraient permis l'apparition de la vie, les chances pour que ces 2000 premières enzymes nous donnent par la suite des complexes enzymatiques permettant l'apparition des premières briques du vivant sont de 10 moins 40 000, 10 puissance moins 40 000, c'est-à-dire 0,0000, vous mettez des milliers de zéros les uns derrière les autres, vous arrivez au chiffre 1, ça veut dire qu'il y a une chance sur des dizaines de milliers de chances qu'une telle occurrence ait pu se produire. Alors, quand vous dites ça à un statisticien, évidemment, il va vous dire « Oui, mais c'est la statistique interprète des chiffres. Si on change les paramètres, tout va changer. » Mais si on introduisait dans cette séquence les vrais paramètres, c'est pas 10 moins 40 000 qu'on aurait, c'est 10 moins 400 milliards de chances. Et d'une manière générale, on peut même réfléchir un petit peu plus loin en proposant la chose suivante. Si je vous vendais une voiture qui a 10 puissance moins 40 000 de chances de démarrer, vous l'achetez? Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. C'est-à-dire que quand il s'agit de mon argent, effectivement, je fais attention, mais quand il s'agit de Dieu, je choisis de devenir bête. Et en vérité, fondamentalement, ce choix de la bêtise, c'est-à-dire ce choix finalement d'ignorer le fait divin, en quelque sorte, la présence d'Hachem dans le monde, cette présence presque palpable quand on étudie la nature, que ce soit au niveau de l'infiniment grand dans le cosmos, au niveau de l'infiniment petit dans les cellules. Entre parenthèses, il ne faut pas oublier que la plus petite cellule doit contenir, avant de commencer à démarrer, 250 fonctions, qui s'écrivent, si elles devaient s'écrire sous forme de lettres, sous forme de pages ayant chacune 1000 caractères. C'est-à-dire qu'il nous faudrait un livre de 250 pages pour commencer à traduire le fonctionnement d'une cellule pour expliquer comment elle doit pouvoir commencer à fonctionner. Or, dans le complexe, dans le système évolutif, cette possibilité n'existe pas, parce que tout serait apparu à partir de rien. Alors là, on voit que la première cellule, pour commencer à fonctionner, elle doit avoir 250 fonctions, ce qu'on appelle la complexité réductible. Alors évidemment, beaucoup raillent cet argument. Il y a eu des procès qui ont été faits contre le biochimiste américain Michael Behe, qui a été le premier à travailler sur le sujet. Il paraîtrait qu'on a réussi à trouver une des fonctions qui, à la suite de la mise en place de complexes enzymatiques, pourrait apparaître, mais elle n'apparaît pas toute seule. Et ces complexes enzymatiques eux-mêmes, ils sont mis en marche par des ingénieurs. Donc ça veut dire qu'ici, encore une fois, on retombe sur le domaine donc, de la manipulation génétique et de l'expérience pilotée. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de sélection naturelle, il n'y a rien de naturel. Tout est piloté, tout est organisé, tout est provoqué. Ce qui m'intéresse plus profondément pour conclure sur cette séquence, c'est que les évolutionnistes eux-mêmes donc sont coincés. Et ils sont donc obligés de reconnaître que le hasard ne peut rien expliquer au niveau de l'apparition de la vie. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, dans le développement de la vie, on peut quand même, quelque part, l'observer. Et c'est là, finalement, qu'on tombe dans un débat qui est un débat de bonne foi et de mauvaise foi. Il n'y a rien aujourd'hui, dans les connaissances des scientifiques, qui leur permettent de dire que le hasard puisse organiser l'évolution du vivant ou les fluctuations du vivant. Pourquoi? Parce que toute l'expérience qu'ils ont faite sont des expériences qui aboutissent à des mutations sur un espace de 6 mois, et eux vont vous dire la chose suivante, vont vous dire, mais si sur 6 mois on a réussi à obtenir un gain de fonction, une perte de fonction pour un corps vivant, eh bien dans des milliards d'années, ce corps vivant eh bien, deviendra une baleine, il deviendra un chat. Autrement dit, si on arrive à obtenir qu'une cellule change un petit peu, entre guillemets, pendant ce laps de temps, sur des milliards d'années, on arrivera à obtenir l'évolution. On est là, ici, par définition, dans une chose qui est totalement impossible à vérifier. Donc on en est condamné à regarder ce qui se passe, et quand on regarde ce qui se passe, on voit que tout est piloté. Donc là encore, on retombe sur un paradoxe, en quelque sorte, en fait, sur une mauvaise foi pure et simple, où on voit qu'il n'y a absolument aucune espèce de logique dans l'argumentation. Simplement, le simple fait de vouloir nous enfermer dans une croyance. Darwin disait lui-même que si on pouvait lui montrer que le plus petit corps vivant qui soit
ne pouvait apparaître seul et que forcément l'apparition de ce corps supposait en quelque sorte la mise en place de systèmes qui permettent précisément l'apparition de ce corps vivant, eh bien sa théorie se trouverait invalidée. C'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est exactement ce à quoi on arrive aujourd'hui, et c'est exactement ce contre quoi et tente de se battre, c'est la dernière bataille d'arrière-garde aujourd'hui des évolutionnistes, c'est exactement ce contre quoi ils essayent de se battre, contre cette réalité, à savoir qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a ce qu'on appelle la complexité irréductible, c'est-à-dire qu'il y a des corps vivants, des génomes, dont l'apparition, dont le fonctionnement ne peut pas s'expliquer dans un complexe évolutif. Ce qui signifie que Darwin lui-même avait programmé sa propre défaite, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on voit se lever aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, un peu moins en France évidemment, le pays du dogme évolutionniste, on voit se lever des milliers de scientifiques qui aujourd'hui ne reconnaissent aucune validité à la théorie de l'évolution en tant que théorie capable d'expliquer l'apparition du vivant ou les fluctuations du vivant. Ils s'en servent simplement pour justifier ou expliquer des manipulations génétiques qui entraînent des mutations, encore une fois, programmées. Mais certainement pas, donc, comme théorie pouvant expliquer l'origine du vivant. Et c'est peut-être une des évolutions les plus positives du monde scientifique aujourd'hui, c'est que nous voyons des centaines de scientifiques, certes encore minoritaires, dans le monde scientifique. Il faut imaginer que les clergés scientifiques qui tiennent des budgets de recherche n'ont pas tellement envie n'ont pas tellement envie de voir cette vérité éclater au grand jour. Mais il y a aujourd'hui, il faut le savoir, des centaines de scientifiques sérieux, des biochimistes, des physiciens, des astronomes, des mathématiciens, des astrophysiciens, qui donc aujourd'hui renvoient la théorie de l'évolution dans son placard, c'est-à-dire le placard d'une théologie idolâtre ne reposant sur aucune preuve scientifique. Au contraire, plus on a avancé dans la science et plus on a repoussé précisément les modèles darwiniens. À très bientôt.